Nous allons donc commencer ce partage d'expérience avec Benjamin Salabé. Merci de me recevoir. Je fais partie des 5 personnes permanentes du laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité. On est 3 designers, une responsable chercheuse et une personne qui va faire le suivi du projet. Donc je m'excuse tout de suite pour les personnes qui connaissent déjà tout ça, qui ont déjà suivi, notamment la semaine dernière, ce genre de présentation. Et si jamais je vous perds ou si je prends trop de temps, n'hésitez pas à me le signifier. Donc, le laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité, c'est un laboratoire intégré à l'hôpital. On est payé par l'hôpital. Et notre mission au large, c'est d'améliorer les conditions de vie, d'hospitalité de tous les usagers de l'hôpital, que ce soit les patients, bien sûr, les professionnels, mais aussi les proches. Ça, c'est notre contexte, notre champ d'action. C'est-à-dire qu'en fait, le LABA est né au moment de la réunion de 3 grands hôpitaux psychiatriques de Paris. Et nous, là où on intervient, c'est tout ce qui est envers français. Ça comprend des secteurs de psychiatrie adulte, enfants, et une particularité de la neuroscience, des neurosciences, qui est basée à Sainte-Anne, et qui en travaille beaucoup, et qui fait des liens entre le corps et l'esprit, entre le somatique et le psychiatrie. Tout ça pour dire qu'en fait, la réunion de ces 3 hôpitaux offre un champ d'action qui est juste un peu trop grand des fois, parce qu'il y a 170 structures réparties sur 94 sites, avec toute la richesse et les disparités parfois qu'on peut trouver dans le quartier de Paris. Voilà. Ça, c'est les 4 grands temps. C'est les 4 grands moments du LABA, parce qu'on a durant toutes ces années, on a eu la chance de pouvoir écrire un peu ce qu'on veut, d'écrire nos gestes, nos expérimentations. Et ça a commencé en 2016 avec l'intégration de Karine Delanoë-Vieux, cofondatrice du LABA, dans l'hôpital, qui n'était pas encore le GHU. Le LABA ne s'appelait pas encore le LABA, c'était la délégation culturelle. Et ça a été un temps où Karine Delanoë-Vieux, Marie Courrier, les 2 cofondatrices, ont vraiment pris le temps de rencontrer les gens, d'explorer, d'aller à la rencontre, de comprendre où est-ce qu'elles mettaient les pieds. Ça a été l'émergence du LABA et des premiers projets. 2007-2020, c'est là où l'équipe s'est agrandie. Il y a 2 designers dont je fais partie qui ont intégré l'équipe. Et c'est un grand temps pour nous d'expérimentation. On a essayé de faire de l'expérimentation à l'hôpital. C'est pas toujours facile, ça marche pas toujours. Et ça, c'est ce qu'on a appelé les chantiers d'attention, par les jeux de mots, plutôt que de faire attention au chantier. Et donc, c'était déjà dès le départ une volonté de produire de l'hospitalité et d'accompagner. 2020-2022, on a toutes ces expérimentations qu'on avait fait pendant 2 ans. Déjà, on en a continué certaines, on a produit de nouvelles. Et puis, on les a évaluées comme toute expérimentation et on a tiré des enseignements. Et tout ça nous a permis de développer, continuer les chantiers d'attention, mais développer surtout, ce dont je vais vous parler plus tard, les ressources thérapeutiques. Et les ressources thérapeutiques dans le champ de l'apaisement. Enfin, 2022-2023, on parle de l'expérimentation et de plus en plus, en fait, parfois parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour 170 sites, parfois parce qu'en fait, il faut aussi que les gens s'approprient les outils qu'on va pouvoir faire. On a cherché à répondre moins en cas par cas, mais plus penser les déploiements institutionnels, penser la transmission. Et c'est ce qu'on appelle le déploiement ou l'essaimage. Voilà. Là, aujourd'hui, depuis septembre, on est en train de rentrer dans le 5e format d'écriture en nouvelle direction. Voilà. Vous en saurez plus certainement l'année prochaine. Ça, encore une fois, c'est comme nos gestes, comme nos écritures, c'est nos actes de travail. Ils ont un peu évolué, mais il y a quand même un sujet de fond depuis le début, qui est toujours d'améliorer les conditions d'hospitalité au quotidien, que ce soit par la production d'objets, l'aménagement d'espace, une mise en situation de l'information, et que ce soit en psychiatrie ou en neurosciences. On a un grand champ de recherche autour des ressources pour l'apaisement, qui vont pareil, qui emploient plein de champs de création, que ce soit l'image, l'espace, le son,
l'interaction des uns aux autres. Et puis toujours, on continue de faire des chantiers d'attention, on va soutenir les équipes à la demande quand elles font appel à nous. Voilà. On a une chose qu'on a faite depuis le début et qu'on continue encore, notamment la semaine dernière, c'est toujours produire des temps de rencontres culturelles, des séminaires, des journées d'études autour de l'accueil. La grande flèche sur fond d'aquarelle au milieu, c'est un podcast qu'on avait produit avec le doctorant en histoire de la psychiatrie qui était chez nous là-bas, et des articles, et des formations, toujours, avec des professionnels du GHU, comme des élèves cadres, qui vont passer d'infirmier à cadre, ou avec des workshops d'étudiants, toujours, d'étudiants en design en priorité, mais aussi d'autres formats où on a des étudiants en design d'un côté, des écoles de futurs directeurs d'hôpitaux de l'autre. Puis tout ce qui est en bas, c'était des recueils de séminaires qui ont été produits pendant l'écriture de la thèse de Karine Delanoë-Dieu, c'était cette capsule de thèse, qui tout parlait déjà de l'apaisement, mais aussi de l'intégration de la culture à l'hôpital. Ça, c'est les fondamentaux depuis le début, ça a un peu évolué aussi, mais il y a toujours un travail d'immersion de terrain, ce qu'on appelle l'étude d'usage. C'est-à-dire qu'on va, à la demande qu'on nous fait, on va déjà essayer d'aller voir quelle est enfin de préciser cette demande, parce que souvent, d'aménager un lieu pour qu'il soit plus accueillant cache d'autres demandes derrière. Il a besoin de faire du terrain pour ça, pour vraiment comprendre de quoi on parle. Soit on répond nous-mêmes, soit on va justement réorienter vers notre personne, notre direction fonctionnelle. On va faire de plus en plus des ateliers participatifs avec des soignants et avec des patients, des expérimentations in situ avec leurs évaluations, leurs déploiements, et toujours un recours à la création. Ce qui est illustré là, c'est à peu près la même chose. Mais on peut rajouter quand même, c'est les derniers éléments de façon un peu plus frais, en quelque sorte. Le rapport au terrain, il est dans l'ancrage. L'intersection, elle est permanente parce qu'on est designer, on ne va rien faire tout seul. Donc on est obligé de produire du lien à un moment ou à un autre. Le rapport d'échelle, il est permanent aussi. Ça fait partie de la méthode du design, de regarder de loin, de près, d'associer tout ça. L'humilité, c'est quelque chose qu'on a peut-être pris un peu de temps à écrire, mais qui nous semble essentiel. Parce qu'en fait, on n'est pas soignant. On appuie des équipes soignantes. Donc on ne peut pas se substituer. Et on est en plus quelque part dans l'expression absolue du service. Moi, je n'ai pas chuté en disant que le design de service, à mon sens, c'est presque un pléonasme. Là, on est dans le service et donc ça implique une forme quelque part d'humilité. Et dans la pédagogie des formats, et dans le langage, dans la transcription, et dans la transmission de ce qu'on fait. Et puis toujours, il y a des éléments créatifs, voilà. Mais ça aussi, c'est des choses qu'on apprend à écrire, où en fait, il nous semble aujourd'hui essentiel de véhiculer de l'esthétisme, de la beauté, parce qu'on est convaincu que la beauté est une forme de nourriture, pas seulement pour les patients, les designers, mais pour tous. Et juste, je termine là-dessus, la présentation du lama. Une chose qui nous nourrit, c'est un peu de poésie aussi, et notamment John Keats qui dit qu'un objet de beauté est une joie qui demeure. Donc voilà, ça c'est des éléments qu'on essaie toujours de véhiculer. Maintenant, après ce petit plan au large, je vous propose un focus sur un projet en particulier, qui est une grande recherche depuis 2020, qui est la conception et l'expérimentation autour d'espaces d'apaisement dans les services de psychiatrie. Alors, la genèse du projet. Oui. Donc là, il y a beaucoup de textes, je vais essayer de résumer, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a eu, c'est une genèse, en fait, c'est une demande à la base qui est extrêmement contemporaine, parce qu'il y a eu une espèce d'idée d'ensemble de la part de soignants, de la part de patients, en fait, de réduire l'accès à la contention médicale, qu'elle soit physique ou par les médicaments, et de réduire les durées de séjour. Voilà, c'est à la fois une demande institutionnelle et à la fois une demande de soins. Et
ce qui s'est passé, c'est que c'est un service avec lequel on travaillait beaucoup, un service fermé de l'hôpital d'Arvon, à Porte de Montreuil, un lieu où la psychiatrie est particulièrement dense, où les patients sont souvent en crise aiguë. C'est un service fermé, hein, donc on ne rentre pas, on ne sort pas comme on veut. Et en fait, là, quand on regarde le plan, on n'a pas la réalité de la densité de ce lieu. Quand on sort, on a besoin de souffler. Et c'est quelque part l'équipe soignante qui a porté ce projet et qui a été vraiment quelque part courageuse, en fait, de prendre la décision de transformer la salle jaune en haut, qui était une chambre d'isolement, en espace d'apaisement. Donc vraiment, à la base, une demande de l'équipe en 2020 et portée par l'équipe. Une conviction. Ça, c'est un peu tous les éléments, c'est un peu les cahiers des charges de la demande. C'est à savoir d'avoir un lieu suffisamment accueillant, qui semble ouvert et qui puisse, en fait, et c'est ça l'idée de départ, c'est plutôt que de répondre à un problème de crise aiguë à un moment, l'idée est d'essayer de l'anticiper et de la réduire avant qu'elle n'émerge. Ça, c'était la demande de ce lieu. Et puis, il fallait raccourcir la durée de séjour. Éviter aussi que les patients fassent des boucles. C'est-à-dire que face à l'hospitalisation, face à les différents services de CMP, de CATTP, d'hôpital de jour, et malgré tout ça, reviennent dans le cycle d'hospitalisation, ce qui est absolument terrible. Et puis, toujours diminuer, et encore une fois, ce n'est pas une parole de soignants, mais c'est ce que disaient les soignants, diminuer l'accès aux chambres d'isolement. Moi, je ne suis pas patient en psychiatrie, j'ai une expérience de patient en cancéro, mais je sais que l'isolement est très difficile à vivre pour les patients de la psy. C'est tous ont un souvenir exécrable de ces lieux. Donc, voilà, il y avait cette demande-là au départ. Ça, c'est notre méthodologie, c'est-à-dire que la demande du service commence en juin 2020. On a fait, j'illustre un petit peu ça après, on a fait vraiment un travail d'immersion, de jour, de nuit. On a eu un travail d'un état de l'art, d'une revue littéraire, de ce qu'on fait, une étude, des retranscriptions aux équipes de toute cette étude au biais de newsletters, de restitution d'immersion. Et à partir de l'année 2020, en 2021, on a commencé d'entrer dans la conception de l'espace, dans les aménagements. En même temps qu'il y avait un début de conception, il y avait tout de suite, comme on avait déjà un peu d'expérience avec ça, le début d'un protocole d'évaluation. Parce qu'une expérimentation ne peut être sans son évaluation. Des travaux. Et l'ouverture en juillet 2021. Il y a une autre date qui n'est pas dans cette ligne de temps et qui est essentielle, c'est l'HAS, l'autorité de santé, le ministère de la Santé, qui ont sorti un décret en 2022 qui oblige les hôpitaux aujourd'hui à procéder à un espace d'apaisement dans leur service. Donc, je ne dis pas ça pour dire hey, regardez, on était là avant, mais il y avait quand même une demande qui à la fois était contemporaine et qui très vite derrière se trouvait appliquée par les institutions. Tous les hôpitaux ou les hôpitaux psychiatriques? Hôpitaux psy. Mais c'est une question horrible, forcément, parce que je ne suis pas soignant, mais on sait que l'un et l'autre, la psy et le corps ne vont pas l'un sans l'autre, et que si on apaise le corps, l'esprit ira mieux et inversement. Donc voilà, tout ça nous a permis d'ouvrir en juillet 2021, d'évaluer et après de retoucher et de revoir et même de déployer parce que après ce premier service, il y a eu 5 autres services. Donc on a 6 lieux en tout, on a 6 espaces d'apaisement au sein du lieu. Ça, je fais un encart là, mais cette durée, déjà la ligne de temps, c'est un outil, je ne l'ai pas dit, mais c'est un outil de méthode permanent et qui n'est pas si visuel que ça à l'hôpital, qui a une vraie incidence. Et ensuite, je parle là de la durée, c'est-à-dire que le bénéfice d'être intégré dans l'hôpital, c'est que quand ça ne marche pas, les services vont nous rappeler et nous dire que ça ne marche pas. Alors que si, quelque part, on avait été extérieur à l'hôpital, on aurait pu faire une livraison et dire au revoir. Mais là, en fait, on ne peut pas, on est obligé de revenir, ce qui est le cas des gens qui ne sont pas forcément intégrés. Mais c'est une vraie incidence sur la temporalité du projet et sur le geste, tout simplement.
Les immersions, donc le terrain essentiel. Je ne peux pas rentrer dans tout le détail parce que c'est vraiment extrêmement dense et une durée, mais ces immersions, elles sont essentielles. Comme c'est très compliqué de réunir tout le monde dans un milieu de soins, tout le monde est occupé, que ce soit les patients ou les professionnels, on a développé d'autres outils où en fait on prend un espace et il est ouvert en permanence et les gens peuvent venir parler, discuter. Ça a eu lieu le jour et la nuit, et c'est un moment qui est d'une richesse folle en fait. Tout ça, c'est quelque part des illustrations qui ont parfois été faites en amont, parfois pendant, parfois après, et qui ont permis des restitutions. Il faut juste considérer la richesse des paroles des patients, des paroles des soignants, les bonnes intentions qu'il y a derrière tout ça, et de comprendre le temps, la sensorialité, le faire, le se raconter la nuit. C'est des choses qui ont vraiment, pour un point, une richesse qui sont assez folles. Les paroles des patients sont passionnantes. Souvent, ils ont une culture littéraire, artistique. Ils disent des choses. On les implique dans les ateliers participatifs. Ils nous disent: oui, j'aime beaucoup cette couleur, ça me rappelle les Indiens des plaines. Et nous, on ne sait pas, mais c'est le genre de note, une phrase que tout de suite on va noter, on va chercher à illustrer derrière parce que ça ouvre le projet. Voilà, et toutes ces illustrations, ces éléments graphiques faits pendant, ont permis de nourrir toutes les newsletters. Au fur et à mesure, et d'impliquer l'équipe en fait, dans ce qu'on faisait, qu'il n'y ait absolument pas de séparation. Excusez-moi, les newsletters, c'était... Entre nous et l'équipe soignante. D'accord, parce que c'était lu également par des patients ou... Je ne sais pas exactement. C'est plus, les patients, en fait, dans ce projet, n'ont pas été intégrés dès le début à cause de la complexité du lieu. Mais comme on fait d'autres projets en parallèle, on a d'autres projets où, tout de suite, dès le début, les patients ont été pris comme experts de leur lieu de vie, de leur lieu de soins. Et forcément, ça a nourri les projets. Donc là, non, il n'y a pas eu forcément de retour direct aux patients. Il y a eu des échanges pendant les immersions. Il y a eu beaucoup d'échanges pendant les installations et les évaluations, mais d'abord c'était soignant, designer. Après, c'est encore une fois des outils qu'on a essayés et qui avancent. On va essayer de faire des présentations un petit peu courtes pour pouvoir avoir beaucoup d'échanges avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, à les laisser de côté, et on entrera dans un approfondissement peut-être à la suite de vos 3 présentations, pour que ce soit peut-être plus riche, avec ça va peut-être faire cheminer aussi vos réflexions à travers ces 3 expériences. Donc, un atelier de co-conception, les designers, les non-designers, ces questions essentielles. Comment nommer l'espace est la première définition du lieu. Il y avait des questions au départ, on se demandait est-ce que c'est une seule chambre, mais non, en fait, dans notre intention, on voulait que ce soit tout le service qui soit un espace d'apaisement. C'est pas possible, donc on est parti là-dessus. Et là, je fais un encart sur l'image parce que ça, c'est des outils. Autant dessiner. C'est un langage supplémentaire qui permet aux soignants et aux professionnels de s'approprier ce qu'on fait, enfin aux patients. Autant la maquette, c'est un outil absolu. C'est-à-dire que n'importe qui voit une maquette, il va jouer avec. On n'aurait jamais cru qu'employer des maquettes comme ça dans l'espace hospitalier serait aussi bon. Bon, voilà, avec des éléments de couleur, des éléments de mobilier. Donc ça, c'est la co-conception. Et tous ces éléments, ces immersions, ces retours, nous a permis de définir ce que n'était pas l'espace d'apaisement. Tout ce qui est en bleu, ça n'est pas l'espace d'apaisement. C'est pas un atrium, c'est pas une salle de bain, c'est pas une salle spinozélène. C'est pas une salle d'ergo ni d'activité. C'est un espace vraiment singulier, nouveau. On a produit ces premières esquisses, tout à fait adaptées au lieu dans lequel on s'inscrivait. Et ça nous a permis aussi bien d'écrire des fondamentaux que des intentions très claires. Et déjà, on voulait que cette porte soit jamais fermée. On veut que ce lieu ne soit pas une invention, une proposition soignant ou à l'initiative des patients. Et puis, il fallait rompre avec l'esthétique hospitalière, avoir un vrai travail autour de la sensorialité, parce qu'on avait cette intuition que
C'était justement ce qui permettait de se calmer. Donc, tous les éléments sensoriels, visuels, auditifs, tactiles. Le goût, pas trop. Parce que c'est compliqué le goût et l'alimentation à l'hôpital. Bon. Et puis, penser l'accueil, restaurer le pouvoir d'agir et permettre une liberté du corps, une expression du corps, de quelque forme que ce soit. Donc ça, c'est l'esquisse, ce qui a donné ce prototype-là en l'état. Un petit point d'attention, c'est pas parce qu'on est dans un espace d'apaisement qu'on va forcément mettre du violette et du rose. On peut avoir des couleurs soutenues, et pourtant calmant. On a un autre sujet de recherche en parallèle qui est psy-son, où on apprend que y a des patients qui se détendent en écoutant du métal ou du hip-hop à fond, et que c'est pas forcément Vivaldi qui va calmer les patients. Voilà. Donc, ça, c'était très intéressant d'essayer ça, de partir sur ces postulats, parce que on a pu les vérifier un peu après. Et il y a donc, des éléments de mobilier, des couleurs, un travail sur la lumière, la modulation de la lumière, qu'elle soit artificielle ou qu'elle donne sur la rue. Donc parfois créer des paysages, parfois masquer, parfois occulter. Il y a tout un rapport d'image, le rapport à la lecture. On n'a pas le rapport au son, mais il est là. Et cet élément essentiel dans le coin du mur, c'est l'espace d'expression. C'est un truc qu'on a découvert. Quand il y a un espace d'expression, le service va mieux. Enfin, c'est ce qui nous semble. Les soignants avaient peur au départ que quand on laisse un feutre dans un espace, le feutre disparaisse, qu'il y ait des insultes partout, que tous les murs, plus ou moins blancs, soient dégradés. En fait, pas du tout. Tout est concentré dans l'espace d'expression. On trouve des mots d'amour, bon, toujours une petite insulte, mais ça arrive. Mais surtout des mots d'amour en plein de langues différentes, des mots d'espoir. Et moi, en tant que dessinateur, j'ai la conviction qu'il y a une joie à exprimer des choses avec son corps sur un grand format et pas seulement sur un petit papier. Ça, ça c'est des retours d'évaluation. Je ne vous ai pas montré le protocole, même si ça aurait pu être intéressant. Mais bon, ça c'est des outils de design. En tout cas, là, il y a des éléments d'apprentissage qui sont pour nous des véritables trésors. Déjà, ça marche. C'est calme. Ce qui était surprenant, c'est que les patients se retrouvaient à plusieurs, alors qu'on n'aurait jamais envisagé cet usage. Bon, ok. L'espace est propre, aucune dégradation en 6 mois. Ce qui est dans un service fermé, plutôt rare, il me semble. Enfin, je ne suis pas expert, mais il me semble. Et il y avait vraiment un sentiment de tension un peu plus douce, un peu apaisée dans tout le service. Donc il y a plus de liberté, plus de ressourcement. On peut être à plusieurs. On gère la frustration et surtout ces deux éléments, l'écoute musicale et l'expression du tableau, j'insiste dessus, l'élément clé de cet espace. Ça nous a permis l'évaluation permet aussi de corriger ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Donc ça, c'est des éléments, on est presque moins dans la conception, on est plus dans la production, mais d'affiner le choix de mobilier, d'affiner les couleurs, la qualité de lumière, le traitement acoustique. Et puis des choses toutes simples comme la logistique d'un espace comme ça, et comment les soignants vont s'en approprier. Ça, c'est une des deux. Ça, c'est les tests des 5 autres sites répartis dans Paris. Celui que vous avez en haut à droite, il y avait une petite image un peu avant. Alors encore une fois, on vous montre des esquisses, on ne montre pas forcément de photos, on ne montre pas forcément de photos avec des patients. C'est aussi une forme de discrétion. Ouais. Je reviens. Pardon. Toujours l'apport de culture dans ce qu'on fait. Et depuis le début de cette recherche, on a notre grand ami et collègue Sophie Larger qui en fait nous accompagne aussi
dans la pratique d'ateliers de réconfort. Pratique que tu avais en amont, mais que... Ouais, et puis vous m'avez aidé à m'installer dans le classement. On peut tout en parler un peu plus tard. Mais, toujours, en plus de ça, en plus de l'aménagement, en plus du système, garder les éléments de culture. Voilà, ça c'est la capitalisation des expérimentations. C'est qu'il faut des couleurs enveloppantes qui peuvent être soutenues ou douces. Un tableau ardoise, une vitrophanie, une lumière tamisée, quelque chose qui pense la direction de l'œil. Un dispositif d'écoute sonore qui ne sont pas des enceintes, mais plutôt des principes de panneaux diffusants. Les équipements, ça va être un choix de mobilier, un rapport au temps, c'est absolument essentiel. Des supports d'image, des supports de lecture, et puis des ressources qu'on produit par ailleurs. Vous avez quelques exemples au fond, là-bas, j'ai ramené quelques prototypes de ces ressources, des éléments de coloriage, des cartes d'émotion, des éléments d'affichage. Et tout ça, en fait, on essaie, en fait, avec tout ça, de produire des outils, des kits, en fait, des ensembles, où on a expérimenté, maintenant on est dans un état de diffusion, on est en train de... Et on retrouve là un peu l'idée d'humilité tout à l'heure, c'est qu'on est en train de transmettre le milieu aux directions fonctionnelles de l'hôpital, les travaux, les achats. Donc ils s'emparent de tous ces outils et qu'ils le développent eux-mêmes, parce qu'il y a l'obligation d'avoir des espaces d'apaisement dans les espaces hospitaliers, et parce que les demandes sont énormes. En fait, on aura régulièrement des demandes, et même des demandes qui nous passent, qu'on ne reçoit pas, qui vont directement aux travaux. Donc on doit diffuser tout ça, on doit le donner. Voilà, on va le donner aux équipes soignantes, dans le procédé, dans le principe créatif et dans la co-construction. Et puis il y a toujours des formations, c'est-à-dire que mettre un objet, un espace, des couleurs, des systèmes dans l'hôpital, ça implique de montrer aux gens comment ça marche, de les former, pour que les expérimentations ne donnent pas lettre morte. Et puis, une retransmission aux directions fonctionnelles pour qu'elles s'en emparent aussi. Alors, donc c'est là où on en est aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.